poser vos questions et que je puisse de manière très concrète y répondre. Parce qu'on n'est plus au moment des harangues d'1 heure ou 2 heures. Je l'ai fait, cela déjà. Parfois trop longtemps. Mais avant de commencer, je voulais vous livrer quelques convictions. Quelques mots sur cette fin de campagne. Le moment que nous vivons depuis dimanche dernier est un moment grave. Nous nous retrouvons là avec une ferveur, une envie de faire et qui vous ressemble. Mais le moment que nous vivons est grave parce que le pays est fracturé, parce que ce deuxième tour n'a rien d'innocent. Rien. Le choix que les Françaises et les Français ont fait dimanche dernier, c'est celui de nous placer en première position. Et cela, c'est notre victoire. C'est la force des progressistes. C'est justement la traduction de ce que, depuis le début, nous avons cru et ce pourquoi nous nous sommes battus. Et dans le même temps, ils ont décidé de porter le Front National au deuxième tour. Ça veut dire qu'ils ont tourné la page de plusieurs décennies de vie politique en France, où 2 grands partis étaient traditionnellement en finale, soit les deux, soit l'un ou l'autre. Et rappelez-vous du traumatisme de 2002, et où ces 2 partis se partageaient la vie politique française. L'alternance, elle est profonde, radicale. Ils ont disparu du champ politique pour ce deuxième tour. Nous devons donc refonder. Et refonder dans un contexte inédit. Refonder à un moment profondément grave. Et je le dis parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes, dans la vie politique, médiatique, j'entends les commentaires depuis dimanche dernier, n'ont pas réalisé ce qui était en train de se passer. Non, les Françaises et les Français n'ont pas juste eu un coup de colère en ce premier tour et les partis ne vont pas reprendre leurs doigts. J'entends certains qui disent « on prépare les législatives, tout ça est à mettre derrière nous ». Ils se trompent, ils n'ont pas compris. Mais de la même façon, non, le parti du Front National n'est pas un parti comme les autres. Ils font non seulement là une erreur, mais une faute politique, morale, grave, profonde. Et le fait qu'aucun front républicain n'ait vu le jour depuis dimanche soir, qu'il y ait une forme de banalisation complète à laquelle tout le monde s'est habitué, tout le monde, que pour la première fois depuis tant et tant d'années, on pointe du doigt ceux qui osent dire qu'ils n'iront pas contre le Front National et que j'entends certains responsables politiques se glorifier de nous comparer au Front National. Ce qu'il y a aussi dans notre pays, c'est un affaiblissement moral, c'est une perte de repères profonde. Et cela, nous ne pouvons pas nous y résoudre. Certains de mes compétiteurs, le soir du premier tour, ont pris leurs responsabilités. Je les ai salués. François Fillon, Benoît Hamon ont été clairs. Mais vous pouvez les applaudir. Depuis ce soir, Nicolas Dupont-Aignan est clair. Ne l'applaudissez pas à lui. Ne le sifflez pas non plus. Ne le sifflez pas non plus. Mais il manifeste, sans doute les finances d'une campagne présidentielle aidant, la nécessité de s'adosser à un autre parti, il recompose la droite, cette partie-là de la droite. Quant à Jean-Luc Mélenchon, dont je voyais certains des supporters de l'autre côté de la rue, j'ai du respect pour lui, j'en ai eu pour nos débats. Nous avons des profondes différences. Mais il commet 2 fautes profondes. La première, c'est de ne pas avoir l'esprit de distinction. Nous avons de nombreux désaccords profonds que j'ai toujours assumés sur la réforme économique et sociale, sur l'école, sur les affaires étrangères, la Russie ou d'autres sujets. Mais nous partageons une chose, c'est d'être attachés à pouvoir débattre de ces désaccords dans un cadre républicain. Et c'est notre vraie différence avec le Front National. Et il l'a oublié. Et c'est une faute grave, lourde.
Sa deuxième faute, c'est de trahir les siens. Parce que nous les connaissons, en particulier dans la région, celles et ceux qui l'ont suivi. Paysans, qui ont longtemps voté avec le Parti communiste, qui sont attachés aux services publics dans la ruralité, et j'y reviendrai tout à l'heure, et qui ont cru dans sa promesse. Ouvriers, eux aussi, longtemps dans le droit fil du Parti communiste français, attachés à la solidarité, à la défense des droits des travailleurs. Jeunesse étudiante dans les villes, cadres supérieurs attachés au sujet écologique qu'il a su porter. Tout cela, ils ont quelque chose à voir avec le nini qu'il leur sert? La plupart d'entre eux se sont battus, ont payé pour lutter contre les extrémismes, pour se rappeler justement cette vertu morale qu'il est en train d'oublier. Et donc, je vous le dis, ce qui se passe en ce moment est une recomposition profonde de la vie politique française. Il y a et il y aura durablement une droite réactionnaire qui veut la fin de l'Europe et qui est fascinée par le nationalisme. Et jamais ne confondez le nationalisme avec les patriotes. Nous sommes les patriotes, ils sont les nationalistes. Et à cette droite-là, je ne laisserai jamais la France. Jamais. Nous nous battrons tous et toutes pour bien dire que la France, c'est nous. Et si ici, c'est nous, c'est notre France. Celle que l'on veut, progressiste, ouverte, avec son histoire, sa générosité. Il y a ensuite cette force progressiste que nous représentons, avec des femmes et des hommes venant de gauche, du centre, de la droite, qui ont des différences, que je ne nie pas, dont les histoires ne sont pas les mêmes, dont les représentations, les souvenirs, les affections ne sont pas similaires, mais qui partagent des projets communs et une volonté de faire, de réformer le pays pour qu'il soit plus efficace et que nous puissions produire, d'embrasser la transition écologique et numérique, d'assurer l'égalité des droits entre les citoyens, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité de tous les citoyens dans la République. Attaché à l'égalité des chances par l'école et par le travail, attaché à l'Europe, parce que convaincu que la France est plus forte dans une Europe qui protège, en particulier dans la mondialisation. Cela, quelles que soient nos différences, fait que les progressistes aujourd'hui doivent se regrouper, se rassembler pour pouvoir agir ensemble de manière efficace pour le pays et porter au cœur du XXIe siècle ce qu'est l'idée de la République française, sa réalité, sa vitalité au sein de l'Europe. C'est cela notre projet. Et enfin, immense, elle est d'être en capacité de rassembler l'ensemble de nos concitoyens autour d'un projet cohérent, de ne pas nier les différences qui existent entre toutes et tous, mais de faire que ce projet soit plus fort que ce qui nous sépare, de faire que cette responsabilité des progressistes, qui est de faire réussir la France, aujourd'hui, alors qu'elle est profondément fracturée, divisée, dans le doute, c'est notre devoir. C'est le devoir de notre génération, quels que soient nos âges. Une génération a eu à reconstruire le pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Une génération a eu à libérer l'Europe des grands totalitarismes. Notre génération, elle a à refonder l'Europe, à retrouver le sel de la République et à réconcilier la France avec elle-même, entre les différentes classes sociales, entre les territoires, dans un même projet. C'est cela notre vocation.
Et au cœur de ce projet, et ce seront mes derniers mots, il y a la réconciliation des territoires et le projet que nous portons pour ce que certains appellent la ruralité, le monde rural, cette France qui n'est pas des villes. J'entends depuis dimanche tant et tant d'analyses. Il y aurait deux Frances, la France des villes et la France des champs. La France des villes qui réussit serait en ma faveur et la France des champs qui doute serait derrière Madame Le Pen. Merci d'être là pour témoigner du contraire. Et quand je regarde les villes, on était tout à l'heure ensemble, et j'y reviendrai à Oradour, quand je regarde les chiffres des villes moyennes, petites de la région, nous sommes devant Madame Le Pen. Résolument, nous sommes plus forts et nous sommes bien là. Et il n'y a pas deux France. Si besoin était, un grand syndicat agricole aujourd'hui a montré au Front National le contraire, en appelant à nous soutenir et à soutenir l'Europe. Ils ont pris leurs responsabilités, je les en remercie. Alors, comment réconcilier les territoires et quel projet porter pour la ruralité? D'abord, celui de redonner partout les accès, les mêmes droits. C'est le plus fondamental. Si on va chercher, en effet, au fin fond des communes où on ne capte pas le téléphone et où la fibre n'est pas arrivée, on va sans doute trouver beaucoup de colère. On va trouver à ce moment-là du vote protestataire. C'est pourquoi, au-delà de ce qui a déjà été fait, ce que je veux garantir de manière pragmatique, cohérente, c'est un projet d'accès des territoires à la richesse économique, à la mobilité, au développement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que dans notre projet, il y aura le développement accéléré de la fibre et de la 3G, 4G. Comment? Eh bien, en réduisant les délais donnés aux opérateurs et en conditionnant l'octroi des prochaines fréquences à l'exécution de leurs devoirs. Ils auront 18 mois partout sur le territoire pour déployer la fibre et les antennes relais de 3G, 4G. À l'issue de ce délai, ceux qui n'auront pas été au rendez-vous seront sanctionnés dans les prochains appels d'offres. Et l'État prendra ses responsabilités pour développer ces infrastructures indispensables pour le développement de nos territoires et pour la vie normale. Il y a ensuite les accès routiers, autoroutiers, ferroviaires, aériens et portuaires. Sur ce sujet, il y a une tradition normalement, c'est quand on est en campagne, dès qu'on passe dans un territoire, on fait la liste des promesses et on traîne cette liste ensuite très longtemps quand on a la chance d'être élu. Et les gens, au bout de quelques années, reviennent avec quelques-uns la réalisation au rendez-vous, les autres, beaucoup de déceptions. Et je vais être honnête, on ne va pas rouvrir des aéroports ou des gares TGV dans tous les chefs-lieux de département ou les sous-préfectures de France. Ça n'aurait aucun sens, c'est une promesse intenable et elle ne correspond plus aux besoins contemporains. Par contre, aujourd'hui, partout dans la ruralité, et le très bon travail qui avait été fait par le député Duron il y a quelques années l'avait montré, il y a des besoins pour être reliés au territoire le plus proche, le plus pertinent. Et à ce titre, je veux que dès le début du quinquennat, nous puissions avoir une table ronde des infrastructures qui définira le plan quinquennal, qui fait que chaque territoire rural isolé sera relié par la voie adaptée, soit la route nationale, soit la 2x2 voies, soit un tronçon autoroutier ou un tronçon, à ce moment-là, ferroviaire, à la métropole et la zone économique la plus pertinente pour lui. C'est cela ce dont nous avons besoin. Un projet pragmatique qui sera le fruit d'une concertation avec les territoires et d'un vrai développement pour désenclaver les territoires qui sont les plus reculés, qui sont les plus perdus et qui, bien souvent, n'ont pas les mêmes chances de réussir que d'autres.
L'accès, c'est ensuite l'accès aux soins. Et sur ce sujet, soyons clairs, un tiers de nos départements sont des déserts médicaux. Ça n'est pas une situation de justice. Il y a des restructurations qui continueront à être indispensables, on le sait bien. Parce qu'aujourd'hui, des hôpitaux dits de proximité n'ont plus les professionnels de santé qui permettent de soigner en toute sécurité, sont eux-mêmes déséquilibrés, en crise. Alors, que ferons-nous? La première chose, je donnerai plus de pouvoir aux fonctionnaires de terrain pour mieux organiser cette offre de santé et pour permettre de mieux articuler l'hôpital public avec l'offre de santé privée et permettre d'avoir partout sur le territoire les professionnels, les médecins qui soigneront au plus vite. Et donc, dans ces 30% de départements où aujourd'hui il n'y a plus une continuité des soins, nous recréerons des maisons de santé pluridisciplinaires. Et je m'engage donc sur les 5 prochaines années à doubler leur nombre, avec un engagement clair de l'État qui investira sur les infrastructures. Les collectivités investiront dans les professionnels de santé, comme elles le font aujourd'hui déjà, et c'est ce qui nous permettra de réinstaller des médecins, des infirmières et des infirmiers, des personnels de santé, quelles qu'en soient les spécialités, dans les territoires dont ils sont aujourd'hui partis. C'est un engagement ferme, il est indispensable si nous voulons sur ce point répondre à la demande, si nous voulons sur ce point enrayer ce délitement progressif de la présence des professionnels de santé partout. Alors, avec cela, nous supprimerons le numerus clausus, nous mettrons en place des dispositifs incitant les jeunes médecins à s'installer dans les zones les plus rurales, où on a surtout besoin d'eux. Et enfin, l'accès, c'est l'accès aux services publics et aux services au public, indispensables partout dans la ruralité. Et là-dessus, je veux prendre 2 engagements simples. Le premier, c'est de continuer le développement massif de ces maisons de services au public, qui permettent de regrouper l'ensemble des services publics qui aujourd'hui, sinon, disparaissent autour ou de la sous-préfecture ou du bureau de poste. Et je me souviens avec beaucoup de fierté, avec la Poste, d'avoir ouvert la première de ces maisons dans le Lot, il y a maintenant près de 2 ans. C'est cela que nous allons multiplier massivement pour permettre de continuer le maillage des services au public partout sur les territoires, le permettre dans les centres-bourgs, le permettre dans les villages, pour éviter que des services ne s'éloignent, en les regroupant dans un même lieu, en utilisant les personnels présents, en requalifiant parfois, et en utilisant la présence physique et le numérique. Certains ont des souvenirs communs sur ce sujet. Nous les porterons, nous les développerons. Mais l'autre aspect, c'est de décider un moratoire sur des fermetures jusqu'alors qui semblaient inexorables. Et je veux être ici très clair avec vous. Il n'y aura pas, dans la ruralité, de nouvelles fermetures d'écoles. Il n'y en aura pas. Parce qu'il y a un besoin, parce que la ruralité est attractive aujourd'hui, et elle l'est de plus en plus, et parce que bien souvent ces fermetures donnent lieu ensuite à des frais de transport scolaire, à des recompositions, font échouer des communes qui étaient en train justement de reconstruire leur propre attractivité. Et donc sur ce sujet, je suis clair, ça fait partie des engagements que je prends en matière scolaire, et nous irons au bout. Ça, c'est pour l'accès. Et notre ruralité en a besoin. La deuxième chose, avant de répondre à vos questions sur laquelle je voulais insister, c'est de libérer. De libérer. Les territoires ruraux ont besoin d'initiatives, ont besoin d'être libérés d'un carcan qui aujourd'hui est un frein pour eux, qui les empêche d'aller suffisamment loin, d'innover comme ils le voudraient. Que ce soit pour les paysans, que ce soit pour les commerçants, pour les artisans ou les entrepreneurs.
Libérer la ruralité, ce sera le deuxième pilier de notre politique en faveur de nos territoires. Comment? D'abord, pour tous les commerçants et les artisans, en supprimant le RSI, parce que nous avons besoin. Parce que nous avons besoin, très clairement, de simplifier la vie des commerçants, des artisans, des indépendants qui aujourd'hui subissent les tracasseries, les encombrements d'un régime social qui n'est pas adapté à leur quotidien. Ils garderont, au-delà des allègements de charges dont ils bénéficient, les 9 points d'allègement de charges que je me suis engagé à faire et que je mènerai dès le début du quinquennat. Pour les paysans, parce que j'aime ce mot et je le revendique, pour les paysans, nous aurons là aussi une politique volontariste. Et volontariste comment? D'abord en France. Je veux que les agriculteurs en France puissent vivre dignement du prix payé, ni plus ni moins. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on ne peut plus avoir un prix d'achat qui est inférieur au coût de production pour un agriculteur. C'est une aberration. Et elle est due à quoi? À la volatilité des prix et au fait qu'aujourd'hui, nous avons des milliers d'agriculteurs, quelques transformateurs, quelques très rares distributeurs et 60 millions de consommateurs. Et donc, nous devons, dans chaque filière, rouvrir une vraie négociation, un vrai contrat de filière où les agriculteurs seront représentés par les organisations de producteurs qu'il faut renforcer pour pouvoir défendre leurs droits et construire un prix juste, un prix qui récompense le travail et l'investissement. Et partout où ce prix ne sera pas juste, l'État interviendra, se réserve le droit de suspendre la loi de modernisation de l'économie et de mieux répartir la valeur ainsi créée. C'est une nécessité pour notre agriculture et nous irons au bout d'une telle politique. Et je veux ensuite que nos agriculteurs soient accompagnés quand ils veulent investir, développer, moderniser. C'est pourquoi j'ai décidé que nous aurons un plan d'investissement agricole de 5 milliards d'euros qui permettent à tous les exploitants agricoles, pour moderniser, pour développer des circuits courts, pour transformer l'exploitation, d'être aidés à l'investissement par l'État. Enfin, ils ont besoin d'être aidés lorsque les circonstances vont mal. Et je veux ce soir avoir un mot, tout particulièrement pour les exploitants agricoles dans la viticulture, l'arboriculture, qui sont frappés depuis des semaines et encore ces derniers jours par les aléas climatiques. Il y a des pertes massives chez nombre de nos agriculteurs, des pertes qui seront extrêmement dures pour cette année. Je veux ce soir avoir un mot de solidarité pour eux. Et je veux dire que l'État, si je suis élu, sera au rendez-vous pour bien évidemment les accompagner au-delà de ce qui a été prévu, parce que les pertes sont colossales dans certaines régions. Et donc, pour aller au bout de cette logique de protection, on a besoin de l'Europe. Il faudra renégocier la PAC en 2020. Et sur ce sujet, je veux prendre ici un engagement clair. Je négocierai filière par filière les protections qui permettront de garantir les mécanismes adaptés pour les agriculteurs en cas justement de volatilité des prix, de baisse des prix, d'attaque d'un concurrent extérieur. C'est l'Europe qui protège, celle dont nous avons besoin, celle dont nos agriculteurs ont besoin. Cette ruralité, celle que nous voulons, c'est une réalité d'initiative, une réalité qui invente, qui innove, qui se libère, qui
dans les centres-bourgs, crée, développe de l'activité, qui, par l'agriculture, par les services environnementaux, par les activités associatives qui font aussi le mode rural, se développe. Et je veux ici rendre aussi un hommage à toutes les associations qui tressent, maillent ce monde de la ruralité, aux chasseurs, aux familles rurales, à toutes les associations qui, dans la ruralité, ont cette vitalité, qui font le quotidien, qui transforment la vie et qui marquent ces solidarités sans lesquelles nos campagnes ne seraient pas là. Pourquoi ? Parce que nous avons la ruralité ambitieuse, conquérante. C'est cela ce qui nous caractérise. Et c'est là-dessus que je veux conclure, mes amis. Nous avons un projet pour la ruralité. Il est là. Il est cohérent avec celui que nous portons pour le reste du pays. Et il ne ressemble en rien à celui du Front National. Dans votre région, depuis le début de l'après-midi, j'ai parcouru cette aire rurale. Nous étions ensemble, à quelques-uns, à Oradour, au cœur de nos campagnes. C'est l'histoire, et sa marque indélébile qui est portée. La ruralité, elle a vécu la blessure des extrêmes. La ruralité, elle a vécu dans sa chair ce qu'est le nationalisme et sa bêtise odieuse. C'est cela le visage de la ruralité française. Elle ne doit pas venir. Ne dites pas elle ne peut pas, elle pourra toujours. Mais elle ne doit pas venir. Et puis, on était ensuite à quelques-uns, à Montmorillon, avec Jean-Pierre Raffarin, autour d'un magnifique projet pour la gastronomie française, dans nos territoires et dans un petit village, où un grand projet va se faire, avec un grand chef français, Monsieur Robuchon, dans un village de votre région, avec un vrai patrimoine culturel, parce qu'il y a des porteurs de projets, des élus ambitieux, des entreprenants, avec, savez-vous quoi ? Des capitaux chinois. Des capitaux chinois. Des dizaines de millions d'euros qui vont être investis là. Eh bien, c'est tout le contraire de la France que veut Madame Le Pen. La France ouverte au reste du monde, qui porte ses talents à l'international, qui sait attirer des investisseurs du bout du monde pour investir dans ses campagnes. Oui, notre ruralité à nous, elle est conquérante, elle est triomphante, elle est ouverte et elle réussira. Alors mes amis, je vous le dis, le projet que nous portons, le projet qui doit gagner le 7 mai, c'est aussi un projet pour la ruralité, c'est aussi un projet pour toutes nos campagnes, pour nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos enseignants, nos entrepreneurs, nos retraités, nos communes, qui permettra de réussir en étant fiers de ce que nous sommes. Vive la République et vive la France! Maintenant, je réponds à toutes vos questions. Allez-y. Ça n'est pas une question. Alors, donnez la parole à monsieur après. Michel Delpont, de Bergerac. Donc je suis dans le monde du vin, exploitateur et négociateur en centrale d'achat. Et justement, ça touche la ruralité parce qu'en fait, la valeur ajoutée a échappé à l'agriculture. J'ai passé toute ma vie à négocier avec ces centrales d'achat. Et donc, j'ai un grand espoir sur le Grenelle de l'alimentation. Comment ça va se passer et comment on va pouvoir rétablir et rééquilibrer ces marges pour donner vitalité à la viticulture. Merci.
Alors, le Grenelle de l'alimentation, c'est... D'abord, je vais vous dire très honnêtement, je ne vais plus l'appeler Grenelle. Parce que j'ai noté que ça crée quelques tensions ou incompréhensions chez certains. Donc, on va appeler ça des états généraux de l'alimentation. Ça renvoie à une histoire collective qui est à la hauteur du moment. Plus sérieusement, ce que je veux que nous fassions dès le début du quinquennat, c'est mettre autour de la table les producteurs, les transformateurs, négociants, etc., les distributeurs, les associations de consommateurs et toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, y compris d'ailleurs sous-traitants, pour que nous puissions justement définir des objectifs communs, là où aujourd'hui nous sommes collectivement schizophrènes. Tout le monde veut bien manger, mais bien manger en ne payant pas le prix. Tout le monde est pour développer, je crois que c'est la question d'après, une agriculture qui soit encore plus environnementale, respecter justement ces critères-là. Les agriculteurs le veulent en premier, parce que c'est leur obsession, mais encore faut-il rétribuer justement ces missions. Donc on a aujourd'hui des incohérences multiples quand on regarde la chaîne de l'alimentation. Et donc moi je veux qu'on se mette tous autour de la table avec un objectif simple. Je veux que la France soit souveraine et même exportatrice sur le plan alimentaire. Je ne veux pas voir des filières disparaître sous prétexte qu'on ne sait pas payer le juste prix, sous prétexte qu'on ne sait pas rémunérer les agriculteurs ou les transformateurs qui font bien leur métier, mais qui sont balayés par les incohérences, justement, du système actuel. Et je veux qu'on récompense celles et ceux qui innovent et qui font bien. Donc le but de ce Grenelle, c'est filière par filière, de se mettre autour de la table, donc de ces états généraux, de se mettre autour de la table et de regarder comment on construit la valeur ajoutée. Et de manière très concrète, c'est de répondre à la problématique qu'on a vécue sur le lait. Le lait, on a encore aujourd'hui des producteurs qui ne couvrent pas leurs frais fixes avec le prix auquel ils le vendent à la coopérative. C'est infernal. Et donc, on doit construire un prix final qui est cohérent avec leur prix de production, et donc avoir des mécanismes de garantie pendant un temps si besoin était, et avoir une vraie discussion avec les distributeurs pour qu'ils protègent la production française. Et on peut le faire en étant conforme au droit européen. Rien ne l'empêche. Simplement, il faut pouvoir soit signer ce qu'on appelle des contrats de filière, soit suspendre la loi de modernisation de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Certaines filières ont su le faire, les fruits et légumes qui ne sont pas soumis d'ailleurs à la loi de modernisation de l'économie. Donc c'est ça là ce que je veux faire dans ces états généraux pour que les producteurs puissent vivre dignement. Il y a un deuxième sujet qu'on va regarder de près dans ces états généraux, et j'ai dit que je le porterai sur la table dès le premier Conseil européen, c'est le sujet du travail détaché. Et ça, on sait qu'il y a un vrai problème dans certaines filières. Comme vous avez évoqué la viticulture, ça touche la viticulture dans certaines régions, ça touche les fruits et légumes. On a aujourd'hui de la concurrence déloyale à cause du travail détaché illégal. Et donc il faut à la fois renforcer les contrôles. J'ai porté une loi qui permet de le faire et plusieurs dans cette salle l'ont voté et ont soutenu ces mesures. Mais au-delà de cela, il faut maintenant qu'on contraigne davantage l'utilisation du travail détaché, en particulier dans les filières agricoles, et je pense aux fruits et légumes.